Le QR, le débat, l'école dégringole, l'émission dont on m'a dit que du mal, on m'a dit mais vraiment, mais que des horreurs sur ce débat, mais on va le regarder, on va faire l'effort ensemble, on va se tenir la main, et on va y aller ensemble. Salut toi, avant de commencer cette vidéo, je me permets de t'inviter sur ma chaîne Twitch tous les jeudis de 20h à 22h. On fait du react vidéo et tous les samedis de 15h à 18h pour du gaming. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et de partager. Allez, je te laisse profiter de cette vidéo. C'est l'école qui est au programme ce soir. Vous le savez, les enseignants sont en colère. Ils ne pourraient plus faire leur travail correctement. Trop de mesures, trop de pression. On va essayer de voir si tout ça est bien exact ou bien si, comme le répondent certains, il y a un peu d'exagération. Ça commence bien. Parce que notre école dégringole. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans QR le débat. Voici les thèmes. 2 heures de cours en plus, est-ce que c'est un scandale? Ah oui, d'accord, je vois. D'accord, ça commence. Vous voyez, là, dans la manière de poser la question, il y avait 2 choix. Soit il écrivait 2 heures de cours en plus, pourquoi ne pas les payer? Soit il écrivait 2 heures de cours en plus, un scandale. Donc vous voyez directement qu'il y a un petit parti pris. Peut-être des nuances à comprendre dans cette question. On va vous parler aussi du niveau scolaire. Est-il en baisse? Réponse non. Aussi ce soir. Enfin, nous parlerons des nominations, un statut dépassé. Vous êtes peut-être concerné, vous, dans la fonction publique. Ce statut, il est en train de disparaître. Les professeurs estiment qu'ils en ont besoin impérativement. Oui, c'est vrai, on en a besoin. Pas tel qu'il est. Moi, je suis vraiment pour le système de nomination, mais il va falloir vraiment transformer certaines choses parce que c'est trop difficile d'accès. Mais bien sûr qu'il faut garder la nomination. C'est de la stabilité d'emploi. La nomination, ça veut dire une fois que vous êtes nommé, vous savez que jusqu'à la fin de votre carrière, jusqu'à la fin, vous aurez un emploi temps plein si vous êtes nommé temps plein. Qui voudrait s'en débarrasser de ce système-là? Puis notre dernier thème, ce sera une école devenue hors de prix. La gratuité, elle s'éloigne de plus en plus, dit-on. Et puis il y a la hausse du prix du Minerval qui va toucher certaines familles. Et une question fil rouge, vous le savez qu'on le fait à chaque fois dans cette émission, c'est la première. On vient de la poster pour prouver qu'on est en direct. Les inquiétudes des enseignants vous paraissent totalement justifiées ou en partie justifiées pour, vous le voyez, pour une très large majorité d'entre vous. Les inquiétudes des enseignants vous paraissent totalement justifiées. Voilà, une très large majorité. Et si on rajoute les 16%, ça fait presque 86% de gens qui sont d'accord avec nous, qui sont d'accord de dire que on a raison d'être scandalisé par ce qui se passe. Jeanne de Nivelles nous dit qui travaillerait 10% en plus sans contrepartie financière. Là, on parle des heures de plus qui seraient demandées aux enseignants. Daniel de Bruxelles nous dit le travail d'enseignant est bien plus que les heures prestées devant les élèves. Il nécessite des préparations, des corrections, sans compter le travail administratif qui augmente de plus en plus ces dernières années. Mais dans le fond, un prof, ça travaille combien de temps exactement? Ça travaille pas. Ça fait que dalle. C'est des glandeurs. Ce lundi, une grande partie des professeurs étaient en grève et l'une des raisons majeures, c'est le passage de 20 à 22 heures de cours par semaine sans rémunération supplémentaire dans le secondaire supérieur. Et oui, parce que 2 heures de cours de plus dans la classe, ou en tout cas 2 périodes de 50 minutes de plus, eh bien ça peut avoir un grand impact sur le nombre d'heures réellement travaillées. Et d'après la VUB, un professeur travaillait en moyenne 46 heures au total par semaine pendant l'année scolaire et un peu plus de 17 heures en moyenne durant les congés scolaires. Les employés ont un contrat de travail qui les oblige à ne pas travailler plus de 38 heures par semaine, sauf s'ils veulent faire des heures sup payées. 38 heures, c'est la limite maximale pour les employés. Et nous, on fait 46. Évidemment, on est d'accord qu'il est très difficile de donner des chiffres précis puisque tout va dépendre de la matière qui est donnée, de l'implication du professeur ou encore de son âge. Et d'ailleurs, en parlant de son âge, les syndicats estiment que 10% des professeurs plus jeunes, moins expérimentés, donc des professeurs qui ne sont pas nommés, vont perdre leur travail puisque les 2 heures de plus vont d'abord être attribuées aux professeurs qui sont déjà nommés. Ouh, je sens venir le fait que arrêtons la nomination. Je le dis déjà au cas où, le problème n'est pas que les profs soient nommés, c'est simplement que premier arrivé, premier servi, donc comme t'es plus ancien, s'il n'y avait pas la nomination, ce serait comme ça, hein. La personne la plus ancienne obtient les heures supplémentaires. Donc les plus jeunes perdent leurs heures. Est-ce que ces heures supplémentaires sans hausse de salaire, ce serait acceptable ou inacceptable? Ce serait inacceptable pour 75%. Je précise quand même, pour être totalement transparent, qu'on avait des résultats jusqu'à un certain moment cet après-midi qui étaient très équilibrés dans les questions qu'on vous posait. Et puis que d'un coup, on a vu des pics de vote qu'on n'est pas habitué à voir sur notre application, soyons très clairs, et des pics de vote qui allaient précisément, systématiquement dans un sens. On a vu les deux camps finalement appelés à soutenir un camp ou l'autre. On n'est pas habitué à ça. Ils font un système de vote
en direct et ils se plaignent du fait que les gens votent en direct. Mais mec, si tu fais un système de vote en direct, c'est normal que les gens qui s'intéressent au sujet, ils viennent, ils débarquent. Tu fais un débat sur les profs. Bah, les profs viennent voir ce que tu dis. Tu poses une question, les profs répondent. C'est normal que tu vas avoir un pic de réponses. Tu aurais voulu quoi, en fait? Un sondage où tout le monde, où t'as 30 et 30%? Voilà, t'as fait un sondage, les gens sont venus, ils ont répondu. Et ça ne te convient pas, apparemment. Mais on tient à vous dire que cette semaine, on a un peu l'impression que certains chiffres seront peut-être un peu gonflés par une mobilisation, encore une fois, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur RTBF Actu. Ce qui fait qu'on est encore obligé de vous repréciser, et sans doute plus que jamais, que ce n'est absolument pas un sondage, mais une photographie de l'opinion de celles et ceux. Mahodak, ça ressemble surtout à une mise en doute du sondage. Ben, à partir du moment où tu fais un truc pas scientifique, évidemment que tu vas avoir des problèmes dans ton sondage. Si d'habitude, t'as tout le temps un tiers de réponse pour la réponse A, un tiers de vote pour la réponse A, un tiers pour la réponse B, un tiers pour la réponse C, arrête de faire tes sondages. tu fais une émission sur les sur conditions de travail des profs et tu te plains que les profs viennent massivement dire que c'est un scandale. Enfin, arrête tes sondages, quoi, si ça te déplaît. En ce qui me concerne, 2 heures supplémentaires, c'est 2 classes. Donc c'est 50 élèves en plus, 100 parents en plus, autant d'encodage. Donc c'est vrai que quand j'entends ma ministre qui explique que ce n'est que 2 fois 50 minutes, c'est difficile à entendre. Pour le métier, c'est plutôt dévalorisant. Et ce qui m'a amusée aussi, parce que je me suis renseignée, tiens, pourquoi est-ce que moi je preste 20 heures et mes collègues de l'inférieur, ils prestent 22 heures par équité. Parce qu'en fait, on enseigne des matières qui sont plus complexes. Donc, les cours à préparer sont plus complexes. Les temps de correction sont plus complexes. Vous prenez une dissertation de 3 pages, par exemple. Bah, forcément, ça met plus de temps que corriger une page. Et il en va de même pour les problèmes de mathématiques, etc. Et donc, voilà. Oui, ça me paraît assez insurmontable. Moi, je suis prof de langue. Une dissertation dans le professionnel, c'est pas pareil qu'une dissertation. Enfin, d'ailleurs, on fait pas des dissertations dans le professionnel. Dans le professionnel, on écrit des petits textes courts de 120 mots maximum. Mais si je travaillais dans le général, une dissertation, c'est entre 2 et 4 pages par élève, 25 élèves par classe, fois 5 classes pour un temps plein. Ça vous fait 500 pages à corriger. Dans l'enseignement inférieur, en première année par exemple, c'est un court texte de 120 mots, c'est un quart de page, ça vous amène à 125 pages. Un prof de l'inférieur fait un travail 4 fois inférieur au prof du supérieur. Il est donc logique que le prof du supérieur preste moins d'heures que le prof de l'inférieur en classe pour avoir le temps de les prester à la maison pour corriger, pour préparer les cours. Ça ne veut en rien dire que l'un fait un travail plus important que l'autre, ça veut simplement dire que, en termes de contenu, de quantité de travail, un élève dans l'inférieur ne représente pas la même quantité d'heures de travail qu'un élève dans le supérieur, puisque les apprentissages se complexifient d'année en année, et donc il est d'autant plus complexe de préparer des cours et de corriger des évaluations en 6e que en première. C'est normal, c'est logique, tout le monde comprend ça. Laure, CSV, je confirme. Je suis prof d'anglais dans l'inférieur et une expression écrite en 2e, c'est max 120 mots. Les corrections sont carrément plus courtes, plus rapides. Mais diviser pour mieux régner, ça marche par endroits. Exactement. Exactement, oui. Roland Lahaye, bonsoir, vous êtes secrétaire général de la CSC Enseignement. Vous craignez quoi avec une mesure comme celle-là, une évolution comme celle-là? Les dernières mesures qui ont été annoncées, qui ne reposent que sur de l'idéologie, les enseignants sont vraiment, réellement en colère et il n'y a pas besoin que les organisations syndicales viennent les titiller comme on a l'air de nous le faire dire. Ils partent spontanément, ça me rappelle les grands combats de 90 où c'est la base, franchement, qui a démarré parce qu'ils étaient excédés du manque de reconnaissance. Et c'est un des problèmes qu'il y a eu dans les années 90, en me renseignant un peu, c'est que il y a eu énormément de manifs, d'actions dans tous les sens. Et une des difficultés que les profs ont rencontrées, c'est qu'ils ne se sont pas concertés. Comme toutes les actions étaient un peu divisées, du coup ça a dilué l'action, ça a dilué la visibilité, ça a épuisé ceux qui faisaient tout le temps des actions par rapport à ceux qui n'en faisaient pas. En gros, ça a diffusé les énergies plutôt que de rassembler tout le monde d'un coup et de faire des grosses actions. Parfois, en une action, si tout le monde s'y met, on fait tout tomber, hein. Et ça, c'est une des plus grosses difficultés qu'il y a eu dans les années 90 au niveau des mobilisations. Ce serait intéressant si on faisait un live où on regardait un petit documentaire sur les actions des profs en 96. Ça, je me le cale pour plus tard. Ce qui est probablement remarquable pour le moment, c'est que nous avons le soutien des parents qui se rendent bien compte qu'on fait des attaques frontales à l'école et que la société, dans sa globalité,
est impacté et sera impacté dans le futur. Et il n'y a pas besoin d'inviter le secrétaire de la CSC, je l'ai dit. Je l'ai dit moi-même il y a 20 minutes dans ce live. Invite-moi, Sacha. Valérie Glatini, ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes très concerné évidemment par toutes ces mesures et il faut les porter. Et qu'est-ce que vous répondez d'abord à ce sentiment d'injustice? On parle d'équilibrage entre des professeurs du supérieur et de l'inférieur qui vous disent oui, mais c'est injuste parce qu'on ne gagne pas 1 euro de plus. Mais d'abord, je veux dire qu'on n'a jamais dit, je ne dirai jamais que le travail d'un enseignant se limite aux phases classes. Mais effectivement, on va augmenter la charge horaire de 2 périodes de 50 minutes. Donc ça veut dire qu'on va passer de 16,6 heures phase classe à 18,3 heures phase classe. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Non, ça ne veut pas dire, en effet, c'est des périodes de 50 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail en dehors, mais simplement, on se rend compte qu'il y a une situation antérieure avant 2019 où nos enseignants travaillaient déjà entre 20 et 22 périodes dans le secondaire supérieur. Et donc, ce qu'on va mettre en place, c'est une égalité avec les profs du secondaire inférieur, sachant que nos profs du secondaire supérieur gagnent 25% de plus aussi. Mais on va revenir sur la rémunération, mais elle vient exactement de dire l'inverse de ce qu'on a démontré juste avant. Elle dit on remet à égalité en termes d'heures de travail. Non, vous augmentez la charge de travail du secondaire supérieur. Vous remettez pas à égalité. Vous remettez à égalité les heures prestées en classe, mais vous augmentez les heures prestées en dehors de la classe. Et ça, elle le dit pas. Elle le sait, c'est une stratégie de sa part, de parler d'égalité. Dès qu'on vous parle d'équité, d'égalité, tout le monde est content, ça pue, d'accord? Mais ce que je voulais dire aussi avant de reprendre, c'est que faites attention les profs de l'inférieur, Si on nous augmente nos heures à nous, après on va venir chez vous et on va vous dire, par contre on va vous augmenter vos heures aussi. À ce moment-là, ils seront pas gênés de dire que vous avez moins de charge de travail parce que vous êtes dans l'inférieur. Et ils vous feront travailler 24, comme les instituts primaires. Et puis ils iront voir les instituts primaires et ils diront, on va vous augmenter à 26, comme les instituts maternels. Et puis ils iront voir les instituts maternels en disant, vous avez moins de charge de travail que le primaire et vous avez les mêmes heures. On va vous augmenter. Et un cercle vicieux, ils ne s'arrêteront jamais, Ils ne s'arrêteront jamais. Faites attention. Et clippez ce moment et on verra dans les mois ou les années qui viennent si j'avais pas raison. Et qu'au niveau de l'OCDE, nos profs du secondaire supérieur travaillent 30% de moins. Donc, elle est en train de dire que dans le reste des pays qui souscrivent à l'OCDE, donc en gros dans le reste du marché de l'emploi dans le monde, nous les Belges, on travaille 30% de moins que les profs du reste du monde économique. Oui, alors peut-être, mais on est peut-être aussi 30% moins malades que les autres profs, moins en burn-out, on est peut-être aussi 30% moins épuisés, peut-être qu'on vit 30% mieux que le reste du monde, parce que si vous allez en France et que vous parlez avec un prof en France et que vous connaissez le salaire, la rémunération d'un prof en France et les heures de travail qu'il preste obligatoirement, vous êtes très content d'être prof en Belgique, Allez voir les conditions de travail des profs en France, c'est jusqu'à 2000 € de moins pour 30% d'heures de travail en plus. Et elle dit, c'est pas normal qu'en Belgique, on ne soit pas aussi exploité que dans le reste du monde. Alors, par question d'équité, soyons tous égaux, exploitons tout le monde. C'est ça l'argument de la ministre. C'est de dire, ailleurs, on arrive à les payer au lance-pierre et on peut leur faire prester des heures gratuites, alors pourquoi pas chez nous? Soyons tous égaux, soyons tous esclaves. C'est ça son argument. En phase classe, je veux dire. Est-ce que ça veut dire que cette mesure nous fait plaisir? Non, mais en effet, on sait... Ne la faites pas alors. Si ça vous fait pas plaisir, ne la faites pas. On a une situation budgétaire extrêmement compliquée, surtout une pénurie d'enseignants. Et donc cette mesure ne touche pas à une autre mesure qui est centrale pour nous, c'est augmenter l'accompagnement de nos élèves. Ça, c'est vraiment une priorité. Donc je rappelle, on a 26 périodes dans le maternel, 24 périodes dans le primaire. Il y en aura dorénavant 22 périodes pour tous les enseignants du secondaire. Et j'ajoute, pour terminer, que ça ne changera pas. Donc on ne souhaite pas aller plus loin et prendre également des mesures pour des professeurs du secondaire. Beaucoup disent qu'ils vont perdre... Oui, bien sûr. Et comme elle le dit, on va la croire. Parce que
augmenter les heures dans le degré supérieur, c'était pas du tout dans leur programme pendant les élections. Hein. Pendant les élections, ils ont dit on ne touche pas aux profs, on les laisse dans leurs conditions de travail. Et comme comme les gens ont cru le MR pendant les élections, on va les croire maintenant aussi quand ils disent on touchera pas aux autres. Leur job, c'est là que je voulais en venir. Beaucoup disent parce que forcément, puisque certains vont faire plus d'heures, Mais vous remarquez que le journaliste ne lui dit pas ça. Hein. Le journaliste ne lui dit pas mais dites donc, vous avez déjà menti pendant votre campagne électorale. Qu'est-ce qui fait que maintenant on doit vous croire? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes pas en train de mentir? Il fait pas son boulot de journaliste, hein, là. Tu m'étonnes qu'on m'a dit qu'il était horrible ce débat. Qu'il y en avait très peu ne vont plus en donner et que donc il y aura au final... Mais non, on a un taux de remplacement actuel dans le secondaire supérieur de 2170 équivalents temps plein. La mesure pourrait coûter 1300 équivalents temps plein. Donc on voit bien qu'on aura besoin toujours de beaucoup plus d'enseignants, en particulier dans le secondaire supérieur. Je rappelle aussi que l'année prochaine, c'est l'année durant laquelle nous n'avons pas d'enseignants qui vont sortir puisque ils sont formés en 4 ans. Voilà. Donc il y aura une demande d'enseignants très importante. Donc il est très peu vraisemblable qu'il y ait des pertes d'emploi. Il y aura des réaffectations, ça c'est vrai. Il y en a chaque année, il y en aura probablement un petit peu plus. Et donc on va se... Une réaffectation, c'est quand un prof perd son emploi dans une école et doit aller travailler dans une autre école. Donc, si vous avez 2 heures en plus et qu'il n'y a pas assez d'heures dans votre école, vous allez devoir vous taper une 2e école juste pour 2 heures. Et puis ceux qui font déjà 5 écoles vont se taper une 6e école. Voilà, c'est ça les réaffectations. Hein. Mais voilà... il y en aura sûrement un peu plus des réaffectations, c'est pas bien grave, dit-elle. Tenir aux côtés de nos directions et de nos enseignants pour pouvoir travailler sur les réaffectations. Mais je pense que ce qui est très important de dire ici, c'est que pour l'instant, la situation budgétaire dans laquelle nous sommes, c'est une situation où un salaire de prof sur 5 est payé par de l'emprunt, c'est intenable, il faut qu'on retrouve la maîtrise pour à terme réinvestir dans l'école. Vous êtes secrétaire général du CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique. Vous pensez qu'on sera plus efficace demain ou vous faites partie de celles et ceux qui disent non, moi je crains vraiment une pénurie? Et vous venez d'avoir une partie de la réponse déjà. Je suis particulièrement solidaire avec les enseignants et nos pouvoirs organisateurs sont inquiets de la mobilisation. Alors, ils sont tellement solidaires, le secrétariat de l'enseignement catholique, ils sont tellement solidaires avec les travailleurs des profs du catholique qu'ils ont envoyé un courrier à tous les directeurs et directrices d'écoles catholiques pour leur dire qu'il fallait mettre en absence injustifiée tous les profs qui seraient bloqués par un piquet devant une école. Hein. C'est dire à quel point ils sont solidaires. Alors officiellement, ils publient des textes pour dire qu'ils nous soutiennent dans toutes nos actions. Puis par contre, quand même administrativement, ils demandent à ce que les directions dénoncent les profs qui ne peuvent pas rentrer dans l'école et qui n'ont pas décidé de faire grève. Voilà, à quel point cet homme est solidaire. Du manque de mobilisation demain qu'il pourrait y avoir par une perte de motivation. C'est un élément majeur au niveau de l'école. C'est l'implication et la motivation des enseignants. Quand quelqu'un dit il y aura forcément moins d'enseignants, oui. Et dans une école, il n'y a pas que le face-à-face avec les élèves. Enfin, ce soir, on est sur un plateau, il y a un prof qui est là avec ses élèves. Enfin, on n'est pas en heure de journée, c'est pas vraiment ses heures de cours, elle s'implique dans un projet avec ses élèves. C'est ça aussi l'école. Et donc, non, je trouve que c'est socialement une mesure qui n'est pas très bonne et je ne pense pas que c'est très motivant. Je reviens vers vous, Madame Lefebvre. Vous admettez que des économies sont nécessaires quand même? Vous entendez la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je ne vais pas vous demander évidemment un cours d'économie, je ne vais pas vous faire ce coup-là, mais est-ce que vous admettez quand même qu'à un moment donné, il ne faut pas, comme partout ailleurs finalement, faire des économies ou rationaliser? Le problème, c'est qu'on travaille dans une enveloppe fermée. Chaque réforme, il y a des perdants et les perdants, c'est toujours les enseignants et les élèves. Je pense effectivement qu'il y a certainement des moyens de faire des économies, même si je pense qu'avant tout, il doit y avoir un refinancement. Mais dites-nous concrètement comment on pourrait faire des économies. Comment, si vous étiez ministre, vous auriez agi? Non, elle a dit d'abord il faudrait un refinancement. Et lui il dit non mais dites-nous comment faire des économies. À mon nom personnel, d'accord. Mais je pense que par exemple les réseaux, c'est le grand gaspillage silencieux. Les réseaux, ça n'empêche les écoles de collaborer entre elles, ça démultiplie les structures, ça augmente l'administratif, ça coûte un fric énorme, excusez-moi pour l'expression, et cet argent, en fait, il ne bénéficie pas aux élèves. Parce qu'on est tous là pour la même chose, c'est vraiment pour que les élèves aient un meilleur enseignement. Vous êtes en train de me dire que, par exemple, quand il y a des heures de disponibles ou nécessaires ou indispensables dans le libre, des profs de l'officiel n'y vont pas, quoi, en gros. C'est pas qu'ils n'y vont pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Les profs de l'officiel sont enfermés dans leur réseau officiel et les profs de l'enseignement libre sont enfermés dans le réseau libre. S'ils quittent un réseau pour travailler dans l'autre, ils perdent
toutes leurs années de carrière. Ils redémarrent à zéro dans dans les priorités à l'emploi. Donc on vit dans un système où il y a deux écoles, l'école publique, l'école libre, l'école privée. Tous les profs, par contre, sont payés par l'État, hein, attention. Donc, on a réussi à faire une réforme où tous les profs sont payés par l'État. Si dans le réseau officiel, il y a une classe de 7 élèves, et que dans le réseau libre, il y a une classe de 7 élèves, et qu'on pourrait dire, mais attendez, ça n'a pas de sens, qu'on paye un prof pour 7 élèves dans l'officiel et un prof pour 7 élèves dans le libre, autant faire une seule classe de 14. Mais on ne peut pas. Parce que ce sont deux réseaux différents. Parce qu'il y a l'école officielle gérée par la fédération, par la ministre, et puis une école privée gérée par les patrons qu'on a vus du secrétariat de l'enseignement catholique, qui tiennent vraiment à garder l'enseignement catholique pour des raisons totalement privées qui n'incombent qu'à eux-mêmes. Mais voilà où on pourrait faire des économies, en faisant un réseau unique de l'enseignement. Alors un réseau unique, évidemment, il serait public. Ou alors qu'ils pourraient dépanner et qu'ils sont peut-être dispo. Concrètement, ça c'est le fonctionnement des nominations. Quand vous êtes nommé dans un réseau et que vous perdez des heures parce qu'il y a un mouvement d'élèves, effectivement, vous ne pouvez pas compléter dans l'école d'à côté si elle n'est pas dans votre réseau. Ça c'est vrai. Ok, première piste, message, et on va répondre à ça évidemment du côté de nos invités. Message, me dit-on, de Geoffrey. On demande à tout le monde de faire des efforts. Les enseignants ne se sentent pas concernés par la crise actuelle, point d'interrogation. Je pense que si, c'est très clair. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Fin de ce... Tiens, vas-y, allez, hop là, une petite balle là. Mur entre le libre et l'officiel, pour que tous les profs puissent donner cours partout, ça vous va ou pas? C'est un sujet qu'on a déjà débattu, on est absolument ouvert à la question, chacun devant évidemment être conscient que donner cours dans l'officiel ou dans l'enseignement libre, par exemple catholique, ça admettre le principe du projet pédagogique qui est porté dans l'un comme dans l'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame sur le coût des réseaux. En tout cas, évidemment, il va défendre le réseau catholique. Pas tous au même coût, ils n'ont pas tous le même impact, et vous faites partie, je pense, du réseau de WBE. C'est loin d'être le réseau le moins coûteux, et c'est pas celui qui attire le plus d'élèves. On va pas rentrer. Vous voyez la petite pique. Donc là, il vient de dire, c'est nous qui avons la majorité des élèves dans notre réseau. Mais c'est pas parce qu'il y a un projet religieux, hein, c'est comme ça. Parce qu'il y a plus d'écoles, et donc statistiquement, il y a plus d'élèves qui sont inscrits chez eux. Mais non, c'est faux ce qu'il dit ici. Le réseau catholique coûte la blinde, puisque l'État donne des subsides aux écoles catholiques et que 3% de ces subsides ne servent pas à enseigner, mais servent à payer les cadres du secrétariat de l'enseignement catholique, qui eux font quoi comme boulot? Un boulot, par exemple, de proposer des programmes scolaires. Mais il y a déjà des programmes dans l'enseignement officiel, il y a déjà des fonctionnaires payés par l'État pour créer des programmes. Mais voilà, le catholique veut ses propres programmes à lui. Attention, hein, je parle bien de programmes. Ils sont obligés de suivre les référentiels. Donc, le ministère de l'enseignement dit, en sciences, on doit apprendre ça. Il y a des fonctionnaires qui créent des programmes en disant, ces 5 trucs-là, on va l'apprendre en première, ces 5 trucs-là, on va l'apprendre en deuxième. D'accord? Ça, c'est un premier travail. Et puis, 3% des subsides vont à l'enseignement catholique pour que des gens fassent exactement la même chose, mais dans l'enseignement catholique. Ils disent, chez nous, c'est les 3 premiers trucs qui seront appris en premier, et puis les 6 trucs suivants qui seront appris en deuxième en sciences. Donc, il y a le même référentiel pour tout le monde doit apprendre la même chose, mais pas les mêmes programmes, pas de la même manière. Tout le monde ne doit pas apprendre de la même manière. Et c'est un double travail. Et ça coûte un fric dingue de se dire qu'il y a des fonctionnaires qui ont créé des programmes dans l'enseignement officiel, et puis des employés privés qui recréent des programmes, les mêmes presque, mais à quelques différences près, dans l'enseignement catholique. Même chose pour les formateurs. Il y a les formations des enseignants dans l'officiel et des formateurs dans le libre. Et la chose qui, moi, je trouve la plus scandaleuse, attention, hein, je vais déclarer mes conflits d'intérêts. Je travaille dans l'enseignement catholique, hein. Je dis ce que je pense. Il y a un programme administratif dans l'administration que les écoles sont obligées de remplir. D'accord? On est obligé d'inscrire les jours d'absence des élèves, les jours de présence, voilà. Il y a des actes administratifs qui doivent être faits dans un programme. Les écoles catholiques sont obligées
d'inscrire ces choses dans ce même programme, puisque les élèves, ils sont belges quand même, d'accord? Mais l'enseignement catholique paye des informaticiens pour créer des programmes privés pour l'enseignement catholique. Les écoles catholiques, donc, font double emploi, puisqu'ils sont obligés d'inscrire les actes administratifs dans le programme de l'État, et obligés d'inscrire ces mêmes actes administratifs dans les programmes catholiques. Et ces programmes catholiques renvoient les informations au programme de l'État. Pourquoi est-ce qu'on paye autant de gens pour faire des choses qui existent déjà au niveau de l'État? Moi, ça me scandalise. Là, on pourrait faire des économies. Mais apparemment, le saint patron des écoles catholiques, lui, n'est pas d'accord. Et c'est... Et en même temps, c'est normal qu'il n'est pas d'accord, puisque ça voudrait dire qu'il perdrait son emploi. Puisqu'on n'aurait pas besoin de lui, il y a déjà une ministre. Il y a déjà une ministre qui gère tout ce que lui gère dans l'enseignement catholique. Ces murs-là, il faudrait les faire tomber pour que ça soit plus rationnel et que ça coûte moins d'argent. Vous en pensez quoi? Elisabeth de Gries, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai oublié de le dire. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Laudet vient de le dire, ce sont des discussions qui ont déjà lieu, évidemment, avec la ministre de l'Éducation. C'est évident, et je pense qu'on l'abordera quand on parlera du statut tout à l'heure, c'est aujourd'hui effectivement un frein face à des réalités que vous venez d'évoquer, le coût des réseaux, même s'il y a des nuances à apporter, face aussi à des réalités démographiques, où on va avoir de moins en moins d'élèves, et donc on doit pouvoir travailler sur des collaborations ou des renforcements. C'est intéressant ça. On va avoir de moins en moins d'élèves puisqu'il y a une baisse des natalités. Il y a de moins en moins d'enfants qui naissent, donc il y aura de moins en moins d'élèves inscrits dans les écoles. N'importe qui de raisonné va dire, donc ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'heures de travail à prester, donc on va diminuer la charge de travail des profs pour qu'ils puissent enfin souffler. Mais non. Puisqu'ils mettent en place des mesures qui amorcent déjà ce qui va se passer dans les années qui viennent. Hein. Et je voudrais d'abord dire une chose, si vous me permettez, maintenant que j'ai répondu à votre question. Je n'ai pas du tout envie qu'on laisse penser que nous prenons des mesures au niveau du gouvernement et de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour casser l'image des enseignants. Évidemment que j'entends et que elle a l'air stressée quand elle dit ça. Puissent être vécues comme ça. Mais je voudrais rappeler d'autres mesures du conclave budgétaire qu'on a parfois tendance du coup à ne pas évoquer. Mais nous avons par exemple décidé que pour l'ensemble des enseignants qui seront en première année d'enseignement, peu importe le niveau, ils auront 2 heures face classe en moins, puisqu'on sait que la première année est souvent une année compliquée. Nous mettons en place la même mesure pour tous les enseignants, peu importe le niveau où ils enseignent, de plus de 60 ans. Ils auront aussi une décharge de 2 périodes face classe à partir de 60 ans. Mais quelle arnaque! Quelle arnaque! Attention, moi je suis pour qu'en début de carrière on ait moins d'heures à prester, et en fin de carrière aussi. Mais comme ils vont augmenter à 22 heures, en gros les jeunes profs ils auront 20 heures et les profs expérimentés âgés, les vieux profs auront 20 heures aussi. On leur diminue pas du tout les heures de travail, on les laisse à 20 périodes, et c'est tout le reste qu'on augmente. C'est ça qu'elle vient de dire. Et c'est ça l'arnaque, qui est scandaleux. Nous avons pris une mesure pour revaloriser le salaire des directions dans le fondamental. Or on sait que dans... Et pendant ce temps-là, on augmente la rémunération des directions. En fondamental, les directeurs, ils font tout. Ils vont déboucher les toilettes, ils s'occupent des enfants, ils dans le s'occupent des secondaire enseignants, aussi, pour un salaire qui jusque maintenant n'était pas très valorisé. Et donc toutes ces mesures-là sont aussi des mesures qui visent à montrer que la carrière des enseignants doit être revalorisée. Et on a fait des petits pas. Certes, ils sont petits, mais nous les avons faits. Nous avons aussi décidé 5% de revalorisation barémique pour ceux qui sortent précisément de la formation en 4 ans, 100 heures supplémentaires dans leur horaire, dans le fondamental et dans le DI, et dans le degré inférieur, pardon. Et donc toutes ces mesures-là, aussi petites soient-elles, montrent aussi que notre préoccupation, c'est la lutte contre la pénurie et la carrière des enseignants. Monsieur Toussaint, Luc Toussaint. Ça n'explique pas pourquoi vous allez nous faire travailler plus sans 1 euro. Si vraiment vous avez les conditions de travail des profs à cœur, pourquoi voulez-vous nous faire travailler plus sans 1 euro de plus? Elle ment. Voilà, c'est tout. Elle ment quand elle dit qu'elle se préoccupe de nos conditions de travail. Il y a un vrai travail sur l'attractivité du métier qui n'est pas mentionné ici. On a mentionné les mesures positives qu'on avait prises. Parmi celles-ci, il y a une revalorisation des jeunes enseignants qui vont être formés en 4 ans. Donc vraiment, ce qu'on essaie de faire ici, c'est dégager de l'argent, maîtriser notre déficit pour pouvoir à nouveau réinvestir dans l'école. Et parmi les mesures qu'on a prises, c'est qu'on va mieux valoriser nos enseignants qui sont formés en 4 ans.
on va aussi leur assurer un CDIE, donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, un contrat à durée indéterminée sur mesure pour les jeunes enseignants. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un jeune enseignant sur 3 va quitter le métier dans les 5 ans parce qu'il n'a pas de perspective stable. Donc contrairement à ce que j'ai entendu, il y a de véritables mesures pour lutter en faveur de l'attractivité du métier. Ça me rend dingue à quel point c'est de la manipulation tout ce qu'elle fait. En gros, oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Dans les 5 ans, il n'y a tellement pas de stabilité d'emploi pour les jeunes profs qu'ils quittent le navire, ils quittent l'enseignement. C'est pas que à cause de la stabilité d'emploi qu'ils font ça, c'est parce que les conditions de travail sont horribles, parce qu'ils sont épuisés, ils ont des tonnes de cours à créer, ils ont trop d'heures de cours à donner, bref, c'est un tout, ils se baladent entre plein d'écoles, bref. Mais oui, un des facteurs les plus importants du fait qu'ils quittent le navire, c'est qu'ils n'ont pas de stabilité d'emploi, dans les 5 ans, ils sont toujours pas nommés. Et elle vous dit, plutôt que d'améliorer le système de nomination, et il y a plein d'idées pour le faire, elle dit on va supprimer le système de nomination pour ces gens et leur donner un contrat à durée indéterminée dans l'enseignement, un CDIE. Ils appellent ça CDIE parce qu'ils veulent faire paillettes, parce qu'un CDI ne peut pas fonctionner dans l'enseignement. Ils le savent que ça peut pas fonctionner. C'est quoi un CDI ? Un contrat à durée indéterminée. C'est un contrat entre un patron et un employé ou un ouvrier, bref, un travailleur et un patron, pour 38 heures semaine, qui assure que jusqu'à la fin de l'existence de cette entreprise, parce que s'il y a faillite, vous perdez votre contrat, s'il y a faillite. Jusqu'à la fin de l'existence de cette entreprise, je vous assure de vous donner du travail. Par contre, après, si vous faites des conneries, vous pouvez être viré, hein, évidemment. Mais il n'y a pas de période de travail. Après 1 an, vous avez plus de contrat. Ça, c'est un contrat de durée déterminée. Indéterminé, ça veut dire que vous travaillez jusqu'au bout de votre carrière. Mais comment voulez-vous donner un contrat à durée indéterminée à des jeunes profs qui n'ont 2 heures, 4 heures, 8 heures dans telle école, par-ci, par-là, sachant que l'année prochaine, si vous avez moins d'inscriptions, le cours disparaît. Si vous avez un prof qui revient de maladie, il vous prend vos heures. Si vous avez un prof qui est réaffecté parce que dans telle école, il y a eu moins d'élèves, donc il est réaffecté parce qu'il a été nommé, donc vous perdez vos heures, le CDI ne peut pas fonctionner. Parce qu'en fait, c'est pas un CDI que vous avez. Comment est-ce qu'on peut vous assurer une stabilité d'emploi avec un contrat à durée indéterminée si les heures disparaissent l'année d'après? Expliquez-moi. Elle n'a jamais expliqué ça. Comment vous allez faire? Ils ne peuvent pas le faire. Ils savent que c'est impossible. À tel point que leur CDI va ressembler à des CDD renouvelés. En gros, ils vont vous engager jusqu'à des périodes de vacances. Et puis, vous allez rentrer chez vous sans contrat. Et à la fin des vacances, ils vont vous réengager jusqu'à la prochaine période de vacances. Et juillet-août, vous serez pas payé. Voilà ce qui va se passer avec le CDI. Et puis, en septembre, on va pas vous reprendre. Parce que il y aura plus les heures disponibles, ou bien parce qu'on pense que vous n'avez pas assez bien travaillé, donc ce sera une belle manière de se débarrasser de vous. Ça facilite la manière de se débarrasser des profs, puisque quand un prof est nommé, s'il travaille mal, on est obligé de le garder, on va devoir le former et l'aider à mieux travailler. Alors que si on pouvait le virer plus facilement, ce serait tellement plus simple. Le CDI dans l'enseignement est une arnaque. Ils pourront jamais le faire, ils ont jamais expliqué comment ils peuvent le faire, et s'ils le font, c'est une arnaque, ce sera pas à durée indéterminée. Ce sera des contrats à durée déterminée, successifs. Voilà ce que ce sera. En particulier pour les jeunes qui rentrent dans le métier, qui vont être mieux formés, ils vont avoir 5% de salaire en plus avec la garantie d'une charge horaire. Quel scandale! Eux, ils vont avoir 5% de salaire en plus, et ceux qui sont là depuis des années, ils n'ont pas d'augmentation de salaire, mais par contre, ils ont une augmentation de travail. 100% stable, ce que moi je n'ai pas connu comme jeune enseignante, où je faisais des intérimaires. Elle a été prof, elle ?